Bonjour à tous. Bonsoir. Je me suis confondu avec Théo, je l'ai mis à ma place. Bienvenue à tous nos spectateurs, nos auditrices, nos Twitchers, Twitcheuses et compagnie dans le nouveau podcast de la NUPES des Français de l'étranger dans la 7e circonscription et d'Europe centrale avec Maxime de Düsseldorf. Salut Maxime, comment ça va? Salut, ça va très bien. Bonjour à tous. Très bien, tu es prêt pour cette grande première? Un peu stressé forcément, mais prêt. Tous, ouais. Et bien sûr, notre candidate épatante des législatives, Asma Rarmaoui Claquin. Salut Asma, comment ça va? Salut. Mode rentrée activée, donc on repart du bon pied. On repart du bon pied avec voilà, cette grande première. Alors, comme dit, techniquement, on n'est pas du tout au point. On a plein de soucis. Enfin, non, on apprend en avançant, comme tout le monde. Ça va. On s'en sort pas trop mal quand même, je trouve. Ouais, disons que je trouve plus le fond rouge que je voulais, en fait. Il m'a disparu tout à coup, alors... C'est une session bac à sable. Allez. Ouais, je vais essayer de trouver ça. Ouais. Allez. Et voilà, donc on a un programme assez chargé quand même aujourd'hui, non, dans notre programme. Donc on va commencer tout d'abord avec, après les élections, donc un bilan des élections, de notre campagne, de nos résultats. Et voilà. Puis ensuite, on a une partie on aimerait bien que ce soit une partie qui apparaisse souvent. Ça serait nouvelles de la métropole, on dirait, nouvelles de France, disons, sur l'actualité politique en France, pour qu'on reste connecté avec ce qui se passe ailleurs. Et puis viendrait ensuite la partie nouvelle de notre circonscription, avec des fois des nouvelles un peu plus longues, des fois simplement des brèves, pour qu'on soit aussi au courant de ce qui se passe là où nous vivons, justement, nous. Et puis enfin, il y aura un point programme vers la fin, donc sur le programme de la NUPES. Et enfin, la chronique culture de Maxime pour finir, et juste avant l'agenda. Donc, si jamais on a des petites nouvelles pour ce qui se passe dans nos circonscriptions. Peut-être un petit rappel, je crois qu'Asma, tu connais ça bien. Quels sont les pays de notre circo? Alors, il y a 16 pays dans notre circonscription. On est une circonscription qui regroupe, donc on est la circonscription numéro 7, qui regroupe donc l'Europe centrale, les Balkans. Donc, on a en numéro 1 en termes de nombre de ressortissants français et françaises l'Allemagne, qui regroupe 80% d'électeurs et électrices. Ensuite, on a autres pays germanophones, notamment l'Autriche. On a donc tous les pays des Balkans, c'est-à-dire Serbie, Roumanie, Croatie, Slovénie, Slovaquie, Croatie, j'ai déjà dit, je crois, Pologne, République tchèque, et il me semble que Albanie aussi, pardon. Voilà. Donc, on a un espace assez vaste avec des enjeux assez vastes qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, voilà, par le biais de petits billets informatifs et puis des petites devinettes aussi. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On lance le premier jingle? Bah, c'est parti. Allez, on a un super jingle. Allez, c'est... Et donc, nous voilà. Super ton truc, Maxime. Je pense que c'est beaucoup d'émotions qui ressortent. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Ça vaut très cher. Je vois. Alors, on est parti pour ce bilan? Ouais, enfin, donc on va faire un petit bilan de la campagne des législatives. Alors déjà, donc je vais Asma, avoir le grand honneur de t'interviewer. Et donc première question, déjà, est-ce que tu peux te présenter, Asma? Je sais que tu as dû le faire des centaines de fois pendant la campagne, mais il y a peut-être des gens ce soir qui nous regardent qui ne te connaissent pas encore. Donc, est-ce que tu peux rapidement te présenter?
C'est parti. Alors, moi, je m'appelle Asma Rarmaoui-Claquin, j'ai 25 ans. Je travaille dans le domaine des énergies renouvelables, donc particulièrement dans l'éolien en mer. Voilà, je suis assez active en politique depuis déjà environ 10 ans, on va dire 10-12 ans. Voilà, ça a commencé par le municipal. Je sais que dans ma ville, il y avait une sorte d'ancêtre de la NUPES avec déjà une formation à gauche qui rassemblait EELV et le Front de gauche, c'était oui, c'est ça, à l'époque, et avant la France Insoumise. Et puis, voilà, après, je suis partie en Allemagne faire mes études et j'y suis restée. Et je trouvais que c'était assez intéressant de voir aussi comment on peut voilà, faire la politique française à l'étranger, avec notamment les élections, que ce soit des conseillers consulaires, mais aussi qui sont vraiment des intermédiaires, mais aussi des députés, des Français de l'étranger. Donc, on a été quand même, on a pu avoir aussi une très belle dynamique NUPES dans notre circonscription. Je tenais vraiment à le rappeler. Et je ne sais pas si Mathilde Olivier, qui était ma suppléante, qui vient de EELV, est là ce soir, mais en tout cas, voilà, je tenais aussi à remercier tout le monde pour le bel élan qu'on a pu produire. Ouais, je peux en témoigner. D'ailleurs, cette campagne, donc si on revient un tout petit peu dessus en chiffres, rapidement, alors pour faire une petite comparaison entre donc, les législatives qu'il y a eu en 2007 et celles donc, de 2022, on a quand même eu 20 000 inscrits de plus sur les listes consulaires et une hausse de la participation donc de 5% au premier tour et 10% au second tour, ce qui est bien, mais pas top. Parce que 2022, on a comme une participation qui reste quand même à 29% au premier tour, et c'est un tout petit peu en hausse pour le second tour, puisqu'on a quand même 32,3%. Donc, c'est en progression, mais voilà, tout l'enjeu aussi sur les prochaines années, ça va quand même être de faire en sorte que les Français de l'étranger participent réellement à la vie démocratique de la France. Et ça, peut-être malgré le vote électronique, parce que c'est vrai qu'on avait une grande nouvelle, c'était le vote électronique. Il y a eu, il me semble, 80% des Français et Françaises de l'étranger qui ont voté de manière électronique. Ouais. Et pourtant, ça n'a pas résolu le problème de l'abstention, quoi. Ouais, ça a été énorme. Et je crois qu'il y a aussi énormément de problèmes sur le vote par correspondance. Beaucoup de bulletins annulés parce qu'il n'y avait pas toutes les pièces. Voilà. Pour terminer rapidement donc sur les résultats, bon, au premier tour, tu avais récolté donc 26,6% et ton principal concurrent, donc Frédéric Petit, donc du MoDem, donc qui était soutenu par Macron, donc lui 34%, et au second tour, donc ça avait donné donc 60% pour Frédéric Petit et 40% pour toi, avec quand même 15 300 voix. Ce qui est plus que Petit en 2017, donc. Tout à fait. On peut être relativement satisfait quand même du résultat. Ouais, et tu es aussi arrivé en tête en Allemagne du Nord, donc Berlin 60%, Ljubljana à Pristina, à Sarajevo. Et donc, tout simplement, quand on évoque tous ces résultats, est-ce que tu es satisfaite? Tu as quelques regrets? Comment tu te sens? Comment tu te sentais le soir des résultats aussi? C'est une très bonne question. Enfin, si j'avais été j'aurais été très satisfaite si on avait pu avoir une NUPES de plus à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'on n'est jamais satisfait quand on voit qu'on échoue à faire passer nos idéaux, je dirais, sur le plan national. Donc c'est vrai que oui, on reste satisfait et satisfaite, mais on se dit qu'on peut toujours viser plus et on se demande à chaque fois, voilà, quelle coche on a raté, et, quelle ville on aurait pu peut-être, faire en plus sur le calendrier. Après, malheureusement, on a une campagne très courte, mais elle était très courte parce qu'on a attendu aussi la naissance de la NUPES, et ça, je dirais, ça vaut toute l'attente du monde, parce que je pense qu'il fallait vraiment arriver à cette union, et je suis vraiment partisane de cette union-là, même sur le long terme. Malgré une grande abstention, on a quand même moins d'abstention qu'en 2017. Et on reste sur une circonscription qui est quand même particulièrement difficile, dans le sens où on a une presse allemande qui est très sceptique au discours de gauche en général. On avait quand même certains journaux qui titraient Mélenchon autre Le Pen. Donc, dans ce contexte-là, c'était extrêmement compliqué aussi de faire campagne, de déconstruire tout ce qui avait pu être promulgué au monde de manière mensongère. Et en plus, on a tout le contexte à l'étranger. Je vois dans le chat qu'on a des gens de NUPES Monde qui sont là, donc je les salue aussi. Et c'est vrai que on a une circo qui est quand même assez large. Après, comparé à d'autres circonscriptions de l'étranger,
on a encore de la chance, mais on peut plus difficilement faire du porte-à-porte. Donc, c'est vrai que là-dessus, on a eu aussi des circonscriptions frontalières de Moselle, d'Alsace qui sont venues nous aider et qui ont ratissé large autour de la frontière. Ouais. Merci à eux. Ça nous a vraiment aidé. Donc, je pense dans le futur, on va continuer cette coopération aussi. Et parce que donc tu parlais donc du retard, un peu le retard à l'allumage qui a pu avoir du fait justement qu'il ait fallu attendre que la NUPES se structure au niveau national. Et donc toi là sur la circonscription, comment tu as ressenti cette alliance de toutes les forces de gauche? En fait, on s'est mis, je me souviens, c'était le 9 mai, on a eu donc la convention NUPES avec donc qui allait être candidat ou candidate sur notre circonscription. Et le lendemain, en fait, on était déjà en ordre de bataille avec les co-référents de chaque parti. On avait formé un groupe Telegram. En fait, on a directement une synergie des efforts et des compétences. Très très rapidement et quand je vois dans d'autres circonscriptions, ça a malheureusement peut-être pas pu se développer aussi facilement et sereinement que chez nous. Donc je suis vraiment très très contente parce que c'est toujours aussi des compromis qu'on fait, mais c'est pas des compromis, je dirais, intrinsèques à la NUPES. C'est des compromis qu'on a aussi dans chaque parti avec différentes sensibilités. Et on a réussi en fait à passer outre, je dirais, certains différents et à vraiment mettre nos efforts en commun. Donc on avait différents groupes, on avait ceux qui étaient à l'aise pour traduire des circulaires qu'on a fait dans 15 langues différentes. Donc ça, c'est vraiment génial quand on a une circonscription aussi vaste linguistiquement. On avait un groupe contenu qui épluchait, qui faisait de la veille en fait de tous les votes du député Frédéric Petit. On avait un autre groupe qui s'attelait à tout ce qui était communication. Et en fait, quand on arrivait vers la fin de la campagne, avec tous les outils qu'on avait, on s'est dit mais en fait, il faut qu'on fasse un truc, même si bon cette fois-là, ça n'a pas marché. Et je pense que c'est aussi à travers tout ça qu'est né le podcast qu'on entend, enfin qu'on fait aujourd'hui tous les trois, parce qu'on s'est dit mais enfin tellement une belle dynamique, il faut que ça continue quoi. Tout à fait. Ouais. Et donc là, tu as un petit peu décrit comment les militants sont organisés de façon générale. Toi, en tant que candidate, alors comment est-ce qu'on vit ça moi, vu de l'extérieur, en te voyant, on a quand même eu l'impression que tu dormais pas beaucoup, que tu y vas pas sans l'heure. Okay. Oui, alors oui, je dormais pas beaucoup, ça c'est sûr. Après, je pense quand on se lance là-dedans, personne m'a forcé, ou on va dire peut-être le réchauffement climatique m'a forcé, je sais pas, mais en tout cas, oui, enfin c'est aussi, il faut toujours se dire que ça reste quelque chose qui est volontaire et heureusement on a une équipe. Enfin moi j'avais, il me semble 3 voire 4 directrices de campagne tellement il y avait plein de choses qui sortaient tous les jours et on avait, on a essayé de se répartir aussi la charge mentale de tout ça. Et c'est vrai qu'elles ont fait un travail extraordinaire et j'ai réussi à tenir vraiment grâce à elles aussi. Donc, je ne sais pas si elles sont là ce soir, mais en tout cas, voilà, je tenais aussi vraiment à les remercier parce qu'en fait, on n'a pas eu de formation pour une campagne. Quand on commence une campagne comme ça, un peu en novice, on voit ça de l'extérieur quand on est militant. Moi, comme j'étais militante avant, je voyais ça, je me dis, bon, je vais essayer d'aider là où je peux. Mais c'est vrai que, en fait, quand on est dans les rouages et que même, Maxime, tu as aussi organisé le ciné-débat à Düsseldorf et tout, j'imagine que du coup, on a forcément plein de petits détails organisationnels qui font qu'on doit essayer d'arranger ça aussi avec la vie professionnelle et la vie familiale. Et c'est vrai que des fois, ça peut faire un peu beaucoup. Donc oui, c'était un peu les montagnes russes pendant 1 mois et demi et ça fait du bien de revenir à 8 heures de sommeil. Bon, tant mieux. Non, c'est vrai que je pense que beaucoup de gens en fait se rendent pas compte. C'est vrai que dans une opposition comme ça entre un député sortant et donc quelqu'un qui elle donc n'est pas député, a pas de poste en fait, c'est vrai qu'on part comme avec un déséquilibre relatif quoi. Parce qu'il y a comme quelqu'un qui a derrière lui comme une équipe qui gère des choses, qui notamment touche encore son salaire de député. Oui, faire ça à plein temps. Mais voilà. Alors, je dirais, le côté positif qu'on avait, c'est que nous, on n'avait pas de bilan à défendre qui était climat-sceptique et tout ça. Ça, c'est un peu notre gros point fort qu'on avait dans la campagne. Et puis, le fait qu'on ait des militants partout. C'est vrai que là-dessus, je pense qu'on a une force militante incroyable. On était vraiment présents quasiment dans tous les pays de la circonscription, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des coins où on a un peu moins de militants, mais en tout cas, on a eu cette force-là qui nous a porté aussi jusqu'au second tour. Donc, franchement, on peut être très fiers, je pense. Je pense. Et alors d'ailleurs, donc tu as un petit peu parcouru toute la circonscription.
Donc, qu'est-ce que tu as appris qu'est-ce que tu as pu découvrir un petit peu que tu t'attendais pas à découvrir ou que tu savais pas sur tous les pays qui la composent? Je pense, encore une fois, je vais revenir là-dessus, mais je pense vraiment que, pour avoir fait campagne en France avant, c'est vrai que faire campagne à l'étranger, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et bon, on avait le sillage de la campagne présidentielle, donc on avait quand même été assez actifs, on avait fait pas mal d'actions dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que c'est pas du tout pareil de défendre quelqu'un qui va, dans le cadre législatif, c'est quand même un peu différent parce que la personne va vraiment représenter nos intérêts à l'Assemblée. Donc, on se sent forcément plus proche de cette personne-là que d'un président ou d'une présidente de la République. Donc, dans cette campagne-là, ce qui m'a vraiment frappé aussi, c'est ce prisme de la NUPES. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on allait dans un endroit, il y avait des gens de différents partis qui faisaient intégrantes de la NUPES, qui venaient avec leurs questions spécifiques et puis leurs interrogations aussi, de savoir, est-ce qu'ils se retrouvent dans cette candidature-là. Et en fait, comme justement, on a fait le choix d'avoir une candidature mixte, c'est-à-dire à la fois Union populaire, ELV et PS, avec des directrices de campagne génération, ça a complètement permis en fait de refléter toute la dynamique qu'on avait à gauche. J'étais d'ailleurs avant-hier à l'anniversaire des 40 ans de Français du Monde, qui était une association où il y avait traditionnellement à gauche, et ils étaient très contents ils ont suivi ma campagne activement. Et c'est vrai qu'au premier regard, on n'y pense pas forcément, dans le sens où on peut se dire oui, par exemple, il y avait une sénatrice PS, et c'est vrai qu'on n'y aurait pas cru du tout il y a 4 mois, quoi. Donc, je pense que la vie politique bouge, et à l'étranger, c'est assez incroyable de suivre tout ça, quoi. Et d'ailleurs, effectivement, c'est vrai que du coup, on a quand même dû constituer un programme. Donc, on ne partait pas de rien non plus, mais tu as dû quand même avoir donc ce programme de la NUPES dans les mains assez tard. Est-ce que tu as pu assez rapidement l'assimiler? Est-ce qu'il y a des questions en particulier qui t'ont dedans, dans lesquelles tu étais plus spécialisé ou... En fait, c'est-à-dire, je dirais, on a eu les élections présidentielles avant, donc on avait fait déjà tout un travail, et puis il y avait eu 2017, donc il y avait quand même le programme, les programmes à gauche qui se recoupaient plus ou moins avec le programme de 2017. Ensuite, on a eu l'Avenir en commun, donc la deuxième version en 2022, et enfin le programme de la NUPES qui est sorti mi-mai. Donc, on a eu quand même une grosse base, comme tu dis, d'informations, et ça, c'est super. Après, le problème, c'est qu'on a tendance à se perdre un peu dans toutes ces informations. Là-dessus, on a voulu se focaliser aussi sur des choses qui nous touchaient personnellement, et on s'est rendu compte, en fait, que les 3 choses qui touchaient beaucoup les Français à l'étranger, c'était tout ce qui était retraite. Parce qu'en fait, on se demande toujours, est-ce qu'on reste à l'étranger pour 5 ans, 10 ans, 20 ans? Est-ce qu'on part à l'étranger pour sa retraite? Comment vont être comptabilisés les points de retraite? Comment fonctionnent les coopérations en termes d'assurance retraite? Donc, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'était assez inconnu, et que j'ai pu j'ai vraiment pu me familiariser avec tout ça. Et c'est vrai que c'était un échange de connaissances très intéressant. Et bien sûr, on avait tout le volet imposition, parce que c'était le point noir qu'on nous reprochait de vouloir imposer tout le monde, alors que ça ne concernait dans le programme de la NUPES que les paradis fiscaux qui ne sont pas présents sur notre circonscription. Donc, c'était vraiment notre cheval de bataille, et on a quand même été assez convaincants, je pense, à ce niveau-là. Et enfin, il y avait tout le volet transport, parce que on est sur une population à l'intérieur de l'Union européenne qui, en partie, parce qu'on n'a pas que des pays de l'Union européenne, qui est habituée à voyager et qui s'est plaint à de nombreuses reprises qu'il n'y ait pas une coopération, notamment ferroviaire, plus vivante. Là, heureusement, en 2023, on a le train de nuit Paris-Berlin qui revient, mais on va pousser en tout cas dans ce sens. Très bien. Écoute, Asma, je crois qu'on a pas mal, on est quand même pas mal revenu sur cette campagne qui a été assez riche, assez intense, parce que courte, comme on l'a dit. Aujourd'hui, donc, comment est-ce que tu vois les perspectives de la NUPES? Est-ce que tu as l'impression que cette dynamique qui a été lancée, qu'elle se poursuit, qu'elle peut se poursuivre?
Et moi, j'espère en fait, j'espère qu'elle va se poursuivre parce que, on a vécu un été absolument abominable en termes climatiques. On a une inflation qui galope, donc en fait, je pense que là, l'opposition, qu'elle soit aux enjeux climatiques ou aux enjeux sociaux, elle est plus que, je dirais, enviable. Elle est réellement nécessaire et indispensable, ne serait-ce que pour notre simple, je dirais, survie en tant que citoyen, pour se faire entendre, pour avoir un contrepoids. Et ça s'est senti même dans la campagne. En 2017, on n'a pas eu de débat ni avant ni après le premier tour. Là, on a eu 2 débats, un avant le premier tour et un après, dans l'entre-deux tours. Donc, on sent quand même dans la majorité présidentielle qu'il y a une sorte de... Voilà, ils sentent qu'il y a une opposition qui se fait entendre, qui est présente. Et ça s'est vu aussi notamment dans les assemblées d'été insoumises à Valence, avec les différents débats qui ont opposé les figures insoumises et celles de la majorité présidentielle. Donc, je pense qu'il y a réellement en fait un besoin de, enfin, c'est même, voilà ce que je disais, c'est même plus qu'un besoin, c'est un devoir en fait de faire entendre une. C'est pas une voix dissidente en fait. Pour moi, c'est vraiment une voix de la raison en termes de réalité climatique et sociale. Enfin, l'hiver qui arrive, je pense qu'on n'est pas du tout préparé, que ce soit en termes, enfin, on en reparlera, mais en termes énergétiques et en termes climatiques, je pense qu'on a besoin d'une NUPES forte. Ouais. Donc, vive la NUPES alors. Exactement. Bon, bah, je crois qu'on on est quand même bien revenu sur les législatives, on a vu les perspectives. Parmi les perspectives aussi, je pense que ça va être aussi intéressant donc de suivre le travail de notre député maintenant, donc Frédéric Petit, pas forcément pour le critiquer parce que on ne sait pas, peut-être qu'il va nous surprendre et faire des bonnes choses. Et donc on a déjà donc Théo qui était, il me semble que c'était jeudi soir, qui a assisté à une donc peut-être à la première réunion publique de Frédéric Petit à Berlin. Salut Théo. Salut Bonsoir. Théo. Donc Théo, qu'est-ce que tu as retenu de cette réunion? C'était bien? Alors, je suis allé à une réunion, enfin 2, la semaine dernière, parce qu'il y avait celle de Monsieur Petit, le député. C'était le jeudi soir, c'était dans une taverne bavaroise. On a eu beaucoup de mal à comprendre ce que tout le monde disait. Et bon, pour une réunion publique, on veut quand même parler avec les gens. C'est pas vraiment le meilleur endroit à mon avis. Et j'ai aussi été dans une autre réunion publique avec des députés. C'était avant-hier, le samedi, où il y avait les députés de mon quartier, enfin le député Ferhat Kocak qui est dans le Parlement de Berlin et M. Bernd Rixinger qui est au Bundestag, qui ont fait une réunion publique. Et alors là, c'était genre l'opposé du modèle Petit. C'était pas bruyant, on pouvait tout comprendre et surtout, il laissait parler les gens. Alors ça, je vais en revenir parce que c'est toute une histoire avec Monsieur Petit. Niveau organisationnel, il faut retenir d'abord que peut-être si celui qui est au centre de l'attention, dans ce cas Monsieur Petit, est aussi celui qui fait qui dit qui va parler, c'est pas un bon modèle. Ça, on le retient peut-être pour nous à la NUPES, car au final, personne n'en a pu placer une, sauf Monsieur Petit, qui a donc parlé peut-être 90% du temps. Ça, c'est Donc ça, c'est dommage parce qu'à la fin, on a parlé avec les gens. Ils avaient beaucoup de choses intéressantes à dire, beaucoup de choses qui concernaient la Circo. Et vu que Monsieur Petit, on ne les a pas vraiment laissés parler, ben, c'était vraiment vraiment dommage parce que il aurait peut-être pu prendre note de certains problèmes. Enfin, donc, justement sur le fond, qu'est-ce que oui, voilà. Alors le fond. Donc déjà, qu'est-ce que Frédéric Petit a dit et qu'est-ce que toi tu as entendu donc de la part des électeurs donc qui étaient peut-être un petit peu frustrés comme tu le dis. Justement, j'ai pas entendu beaucoup. Enfin, après coup, on nous a dit,
on a beaucoup parlé de Petit, de comment ça s'était passé, mais aussi de l'Ukraine, par exemple. Alors ça, bien sûr, on en a parlé. Et là, en fait, ce que j'ai pu entendre de Monsieur Petit, c'est l'Ukraine, mais surtout Mélenchon, parce qu'en fait, il a vu que nous, on était là, à la France Insoumise, il savait qu'on était de la France Insoumise, ben, il a pas hésité à dire que ben, Mélenchon, c'est l'ami de Poutine, etc. Et ben, ça s'est un peu résumé à ça. Et nous, on a bien essayé un peu de défendre notre honneur en disant qu'on soutenait par exemple des opposants, mais voilà, c'était vraiment difficile de dire quelque chose parce que c'était. Il me semble que Mélenchon est le seul homme politique français à être allé en Russie pour rencontrer un opposant à Poutine. On le rappelle quand même. Hein. Exactement, exactement. Mais bon, on lui a dit, mais bon, c'est pas ça qui va l'impressionner. Donc, on lui a aussi parlé de ce dont j'ai parlé aussi avec les députés allemands l'autre jour, c'est l'inflation. Et qu'est-ce qu'on va faire contre? Et là, il y a une chose tout le monde en parle, en fait, en Allemagne et en France, c'est taxons les super profits. Alors, on en a parlé. Jérôme, un autre insoumis, l'a abordé et parce que la NUPES, enfin la France Insoumise ou la NUPES, je ne sais plus qui, a voulu faire passer une loi à l'Assemblée taxant les super profits. Un super profit, c'est quoi? Dans cette loi, c'est on prend le bénéfice de l'année dernière, tout ce qui est au-dessus de ce bénéfice, c'est un super profit et donc sera taxé. Alors, Monsieur Petit, il nous a fait le coup qu'il avait déjà fait la dernière fois lors du débat avec Asma, c'est dire que c'est une loi invotable. Qu'est-ce que c'est une loi invotable? Vous allez demander à Monsieur Petit, parce que ça semble être chaque loi de la NUPES, parce que on l'aura compris, le dernier quinquennat, par exemple, catégoriquement, toutes les lois, tous les amendements de l'opposition n'ont pas été soumis au vote à cause des macronistes. Vous voyez, lui, il dit alors que les super profits, on ne sait pas trop ce que c'est. Ben, si on sait ce que c'est, il dit que bon, si c'est comme ça, la moitié des PME vont mettre la clé sous la porte demain. Donc, c'est l'argument de base qui est là depuis 20 ans, 30 ans, voire plus. C'est les super profits, en fait, les PME qui font des profits 50% plus supérieurs ou je ne sais pas combien à l'année dernière, ça ne court pas les rues. Donc, alors, Théo, ça c'est quelque chose de typique. En fait, c'est de dire quelque chose et on arrête de débattre. On ne parle pas des super profits et juste on n'assume pas sa politique. Sa politique, c'est eh bien, on laisse faire les riches. Alors lui, il dit que c'est le dialogue, mais nous, on appelle ça ignorance. On ignore. Bah, très bien, Théo. On te remercie pour ce résumé. Donc, on l'aura compris, donc tu n'étais pas spécialement satisfait sur le fond ni sur la forme. Les gens qui étaient là non plus, hein, d'ailleurs, on leur a parlé après coup. Ils étaient sur le fond et sur la forme, ils n'étaient pas enchantés, on va dire. Très bien. Bon, et je crois donc qu'il y aura une prochaine réunion publique à Hambourg, c'est ça? Bientôt. Et voilà, donc on vous invite éventuellement à y aller pour poser vos questions à M. Petit et éventuellement lui, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas content de la forme, éventuellement faire remarquer. Mathias, je pense qu'on doit passer au prochain point. Salut Théo, merci beaucoup pour ce compte rendu. Je suis en train de jouer avec les boutons. Donc, c'est un peu comme un tour de magie, ce programme-là.
J'apparais des fois, c'est Tu marrant. t'amuses, toi. Ouais, voilà. Et en plus, notre première question du chat, attention, alors, le quiz, on a Ben 75018D qui nous écrit de Paris, donc, et qui nous demande est-ce qu'il y a des pays où nous sommes arrivés en tête? Alors, est-ce que tu as ça en tête, Asma? Alors, on a des pays, non, mais on a des régions en tout cas, notamment l'Allemagne du Nord. Ça a été la grande surprise à Hambourg, d'ailleurs, où on est arrivé, pas de très très loin, mais en tout cas, on est arrivé en tête quand même. Berlin, bien sûr, mais voilà, c'était une très belle surprise d'être arrivé en tête en Allemagne du Nord. On a eu des très bons scores en Autriche, et d'ailleurs, au premier tour, on est arrivé en tête dans toute l'Autriche. On est arrivé en tête également à Prague, donc voilà, à une voix près derrière Vassili Lemoine, donc c'était de très beaux résultats. Et en fait, voilà, c'est vraiment une circonscription qui est assez spéciale parce que la population, l'électorat est concentré dans certaines villes, notamment Francfort, Stuttgart et Munich. Et ce sont ces trois villes-là où malheureusement on n'a pas fait un score qu'on espérait et qui ont joué, je pense, énormément dans la balance pour le député actuel Frédéric Petit. Donc pas de pays en soi, mais des régions qui peuvent être assez conséquentes et qui rassemblent un bassin électoral conséquent. Petite précision, peut-être, je ne sais pas, parce qu'il est de Paris, je ne sais pas s'il connaît. Quand on dit Munich, en fait, c'est toute la région, non? Parce que en fait, c'est le consulat de Munich qui regroupe. Voilà, ça c'est encore un autre. Exactement, c'est encore un autre problème. C'est comme à Berlin, voilà, on a eu 20% de réduction de bureaux de vote. Donc ça veut dire que les personnes doivent faire un certain nombre de kilomètres pour accéder à leur bureau de vote si elles ne vivent pas dans la capitale ou dans une grande ville. Et donc, on a quand même pas mal de gens qui ont eu des problèmes pour tout simplement avoir accès au bureau de vote parce que même s'ils ne peuvent pas être là le jour de l'élection et qu'ils veulent faire une procuration, il faut quand même qu'ils se rendent au consulat. Ça, c'est quelque chose qui était dans nos propositions, de pouvoir simplifier et rendre plus facile en fait, l'accès aux procurations et bien sûr de remettre du budget dans le ministère des Affaires étrangères pour pouvoir avoir plus de bureaux de vote et que ce soit plus égal en termes d'accès au droit de vote. On part sur notre prochaine partie. Vous êtes prêts pour un jingle? Eh ben, on est prêts. C'est parti. Attention. Hop, allez. Et nous voilà de retour dans le live de la NUPES. Donc, cette partie est consacrée aux nouvelles de la France, de la mère patrie. Non. Et, attention. attention. Et donc, surtout la nouvelle, la rentrée, enfin pas la rentrée, non, l'actualité parlementaire, justement, vu qu'on a tellement de députés. Et en particulier, j'avais envie de commencer, j'avais préparé un petit truc sur deux points qui se sont passés en juillet. Donc, l'un, c'était l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Voilà. Et l'autre, c'était la loi pour le pouvoir d'achat, donc qui était une loi importante qui est entrée en vigueur en grande partie le 1er septembre. Donc, je vais voir si j'arrive à partager un petit truc. Voilà. Donc, on a en gros, pour rappel, donc, les députés, hein. Donc, c'est pas si difficile à se rappeler, en fait. On a donc 151 députés NUPES, 250 de la majorité présidentielle, 62 républicains, 89 Rassemblement national, 16 d'un petit groupe liberté indépendant outre-mer qu'on classe, je crois, au centre-gauche, un peu entre... Bon, ça dépend. Et puis 9 indépendants. Et voilà, attention, les chiffres vont être importants pour cette petite session de vote. Donc, parce qu'il s'agissait de voter pour donc, le bureau de l'Assemblée nationale, en particulier donc, la présidente, les 6 vice-présidents et qui, eux, gèrent une session en général à tour de rôle en l'absence de la présidente, et puis 3 questeurs qui gèrent la trésorerie de l'Assemblée nationale, qui sont des postes assez prisés, les questeurs apparemment, qui en général, il y a 2 questeurs qui sont de la majorité présidentielle et 1 questeur de l'opposition. Alors, je vais vous partager les résultats. Je ne sais pas si on voit très bien.
Donc, la vice-présidente est Yael Braun-Pivet, donc de la République En Marche, la présidente, pardon, de l'Assemblée nationale. Et pour les vice-présidents, ce qu'on voit, donc, il y a, c'est facile, il y a 2 NUPES, 2 de la majorité présidentielle et 2 du Rassemblement national. Donc, c'est 2-2-2. Et quant aux questeurs, il y a donc 2 questeurs de la majorité présidentielle et puis Éric Ciotti qui appartient aux Républicains. Alors, le premier point qu'on peut se demander, comment ça se fait qu'il y ait des vice-présidents, qu'il y ait autant de vice-présidents Rassemblement national que NUPES que majorité présidentielle, étant donné que les blocs sont tellement peu balancés, disons, ils sont pas du tout de la même taille. Équilibré. Et comment ça se fait que le questeur de l'opposition a été un républicain qui, au fond, dans ces 4 gros blocs, est le bloc le plus petit? Alors, un petit détail déjà, c'est que le Rassemblement national n'avait proposé aucun candidat pour la questure et inversement, les républicains n'avaient proposé aucun candidat pour les vice-présidents. Donc, c'est là où tout le monde commence à dire « Ah, il y a eu un accord explicite entre les républicains et le Rassemblement national pour se partager ces postes. » Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est par rapport aux résultats des votes pour les vice-présidences. Et là, par contre, je n'ai pas de visuel, mais il faut juste que je trouve les voix des vice-présidents. Voilà. Donc, Sébastien Chenu, qui est Rassemblement national, a obtenu 290 voix et Hélène Laporte a obtenu 284 voix. Donc, je reviens maintenant à mon petit visuel des députés. Donc, pour que ces 2 députés obtiennent minimum 284 voix, donc on voit qu'ils ont obtenu les 89 voix du Rassemblement national, très probablement les 62 voix des Républicains. Mais bon, si on fait le compte, il nous manque plus d'une centaine, 120 à peu près voix, qui, ça serait une grande surprise si elles venaient de la NUPES, donc viennent principalement du bloc de la majorité présidentielle. Donc, quelle est en fait la conclusion de tous ces petits jeux de chaises musicales? C'est pas l'important, c'est pas tellement qu'il y ait voilà, 2 vice-présidents au Rassemblement national ou 2, c'est pas tellement la répartition des postes. En fait, la conclusion importante, c'est que le Rassemblement national devient vraiment un parti entre guillemets normal aux yeux des Républicains, un parti avec lequel non seulement il faut pas faire bloc, faire bloc, ça serait voter pour tout le monde et même pour la NUPES pour empêcher que pas un seul candidat Rassemblement national puisse avoir un poste, comme il se passe par exemple au Bundestag où l'AfD n'a aucun poste à responsabilité. Mais non seulement ils ne font pas bloc, mais en plus, ils font alliance activement avec le Rassemblement national. Donc ça casse finalement tout le compte du bloc anti-Front National ou Rassemblement national. Le Front républicain s'effrite, quoi. Ouais. Et c'est même pire que faire alliance, c'est carrément voter. Ils ont voté Front National. Et moi, je dis toujours Front National. Ouais. Donc c'est voter pour, voilà, exactement, voter pour le Rassemblement national. Et voilà, c'est là où il y a le danger vraiment, c'est que en général, les fascistes, bon, en Allemagne, c'était le cas, non? Pour arriver au pouvoir, à eux seuls, ils n'y arrivent pas. C'est quand la bourgeoisie libérale, disons, se dit « Ah, on va essayer de les utiliser pour bloquer », avant c'était le communisme, maintenant c'est pour bloquer les islamo-gauchistes. Et ils commencent à faire alliance ensemble. Et c'est là où il y a un vrai danger, et je pense que c'est là vraiment où nous, on doit, tant les responsables macronistes que les soutiens ou les électeurs macronistes, vraiment les mettre devant leur action, devant le fait, et pas hésiter à chaque fois leur rappeler ça et leur obliger à se positionner et à condamner cette alliance. Donc, c'était vraiment cet aspect-là de l'alliance qui est de plus en plus tacite, en fait, de plus en plus explicite, entre non seulement les Républicains et le Front National, mais aussi une partie de la Macronie, que je tenais en fait à montrer à travers ce jeu de vote du bureau de l'Assemblée nationale. Et puis à l'époque, faut se rappeler juste avant la Seconde Guerre mondiale qu'il y avait quand même plutôt Hitler que le Front populaire qui circulait comme flyer, donc c'est quand même assez terrifiant.
Voilà. Et petit rappel, en fait, pour la commission des finances où Coquerel était candidat et donc a été élu, le candidat de la NUPES, il y a eu une grande campagne contre lui et beaucoup insinué qu'il faut surtout pas que ça soit lui, donc insinué que plutôt quelqu'un du Front National carrément que quelqu'un de la NUPES. Et ben, il y a eu un candidat centriste apparemment qui aurait pu attirer les voix de l'extrême droite et qui a préféré se retirer plutôt que d'être élu avec les voix de l'extrême droite. Apparemment, c'est le petit-fils d'un député qui avait refusé les pleins pouvoirs à Pétain. Donc, il doit avoir ça dans le sang. Et comme dit, il y a des gens qui restent encore, ils sont de droite, mais quand même gardent une certaine intégrité. Voilà. Par rapport à ça. Qui garde la mémoire. Voilà. Donc ça, c'était le premier point, je pense, qui me paraissait important de clarifier vraiment par rapport à cette première étape de juillet de l'activité parlementaire. Et le deuxième point, donc, c'est la loi sur le pouvoir d'achat. Donc la loi qui s'appelle projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Donc qui contenait de nombreuses dépenses, 20 milliards d'euros de dépenses. Alors, il y a beaucoup de points. Par exemple, des aides ponctuelles, une augmentation de certains minima sociaux, toujours en dessous de l'inflation. Une augmentation des primes des primes de ce qu'on appelle des primes Macron, mais ça, c'est des primes que l'employeur peut faire s'il veut, en fait. Ce n'est pas obligatoire du tout. Et il y a également le plafonnement de l'augmentation des loyers. Donc, ce n'est pas le plafonnement des loyers. Donc, on autorise les loyers à augmenter quand même de 3,5%, alors qu'il y a déjà une inflation terrible. Et puis, en plus, il y a un petit aspect écologique aussi. On a autorisé une réouverture d'une mine de charbon, d'une centrale à charbon, pardon, en Moselle. Et puis, il y a aussi le départ au Havre pour contenir tout le gaz qui devrait être importé. Et c'était tous des projets bloqués pour des causes écologiques, justement, et qui, du coup, là, ça devient plus important, soi-disant, le pouvoir d'achat que l'écologie. Donc, on va mourir, mais riches, enfin moins pauvres. Et encore. Voilà. Mais le point que là, par contre, je voulais un peu, sur lequel je voulais mettre un peu l'accent, c'était l'opposition entre la droite et la gauche, en fait, qui était très, très claire, entre une vision de la droite qui était celle d'utiliser les primes, en fait, d'utiliser des choses qui sont ponctuelles, qui ne sont pas obligatoires et surtout qui sont défiscalisées, donc qui n'apportent rien à l'impôt, qui n'apportent rien à tout le système social, aux retraites, aux hôpitaux. Et donc, vraiment, finalement, c'est une manière de rémunérer très libérale, en fait, où on donne de l'argent, point, et il n'y a aucun système social qui se crée dessus. Et l'autre opposition de la gauche, qui était celle de l'augmentation des salaires. Augmenter, les gens, ils veulent vivre de leur travail, et on augmente les salaires. Donc, il y avait la proposition d'augmentation du SMIC à 1 500 € net, qui a été votée en bloc, en grande partie par la NUPES, mais a été évincée en bloc par toute la droite, la Macronie, les Républicains et le Rassemblement national. Donc là, ça s'est clarifié déjà qui est à droite, qui est à gauche déjà. Mais surtout deux visions de société, en fait. Une qui est la vision du travail salarié avec un état social très fort où une partie du salaire est partagée et construit tout un système social de retraite, de santé et de chômage également. Et l'autre, c'est une vision où simplement on paye le travail et chacun s'arrange comme il veut et se crée soi-même sa propre assurance ou doit s'acheter, s'endetter pendant 50 ans pour avoir une maison pour sa retraite et c'est ça sa retraite. Donc c'est vraiment finalement, à travers aussi cette loi, c'est vraiment clairement deux modèles de société et on a vu que le projet de la droite dans son ensemble, de la Macronie jusqu'à l'extrême droite, c'est finalement de détruire tout notre modèle social. Et aussi, peut-être aussi de se reposer, vraiment de tout faire pour ne pas perturber la logique de marché. Puisque finalement, toutes les propositions de gauche, en fait, étaient là
pour justement contrer les effets pervers du marché. Le blocage des prix, l'augmentation du SMIC aussi, hein, mettre un salaire minimum, c'est quelque chose qui est justement fait pour montrer que le marché est tellement défaillant que de toute façon, il faut le corriger. Donc, c'est aussi ça. Et on le voit, je trouve, dans toutes les mesures de la droite et dans tout ce qu'ils refusent de mettre en place, ils ont comme ça cette obstination vraiment à ne pas remettre en cause les logiques du marché. Ce qui est quand même problématique ici, c'est qu'on avait un Rassemblement national qui a joué la carte du pouvoir d'achat pendant toutes les législatives et même les présidentielles. C'était Marine Le Pen, la candidate du pouvoir d'achat. Et en fait, quand on voit les votes des Républicains, mais aussi du Rassemblement national sur la loi pouvoir d'achat, je pense que là-dessus, on a une carte à jouer aussi en tant que NUPES, c'est-à-dire de dire, voilà, on a 90, quasiment 90 députés RN à l'Assemblée nationale. Maintenant, on va pouvoir vraiment regarder ce qu'ils votent. Et ça peut être aussi une chance de pouvoir enfin avoir une extrême droite qui ne fait plus d'aussi bons résultats parce qu'on va réussir à faire une communication dessus. On va pouvoir vraiment documenter en fait et prouver qu'ils votent exactement comme la majorité présidentielle, c'est-à-dire contre le pouvoir d'achat et contre l'intérêt collectif finalement, malgré ce qu'ils disent. Donc là, c'est vraiment notre carte à jouer en fait. Ouais, exactement, mais ouais, faut essayer de bien communiquer là-dessus, quoi. Ce sera vraiment le gros travail de la gauche pendant les 5 prochaines années, je pense. Et un point qui pourrait être dans notre prochaine partie ou même ici, on compare à l'Allemagne qui a augmenté son SMIC très très nettement, elle par contre. Les chiffres, je les ai plus en tête, mais c'était une augmentation de on les a là. Tu les as, Maxime, là? Tu les retrouves quelque part? Ils sont quelque part, ils sont là. Ouais. Alors, ils passent le SMIC horaire de 9,82 € à 12 € en janvier dernier. Et même non, 12 € en 1er octobre, pardon, excuse-moi. De 9 € en janvier à 12 € au 1er octobre. Là. Voilà. C'est assez conséquent, on s'approche peut-être des 25%, mais ça reste quand même moins que l'augmentation des dividendes au deuxième trimestre, puisque on a eu une augmentation de 33% des dividendes. Donc voilà, ce qui est absolument fou. Est-ce que on part sur la suivante? Du coup, on a fait notre transition. Voilà. Il faut que je trouve mon... Oh mince, j'ai bougé ma caméra. Faut que je trouve que... Ah non, il y a... Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand point encore sur la France. Ah, oui, mais je pensais que tu voulais mettre un jingle entre nous. Ah non, j'allais mettre le jingle après, en fait. D'accord. Pas de jingle entre nous, alors. Non. Désolé. Donc, ouais, parce que toi, Mathias, tu nous as parlé de ce qui s'est passé avant les vacances, donc du début de la nouvelle législature. Et moi, en fait, donc je me suis plutôt chargé de la partie rentrée. Et évidemment, à la rentrée, beaucoup de monde a parlé du discours qu'Emmanuel Macron a tenu le mercredi 24 août en ouverture du Conseil des ministres. Qui est donc une intervention qui avait été filmée par la communication de l'Élysée et finalement qui a parfaitement rempli ce qui était son objectif primaire, qui était, je pense, de faire parler en créant la polémique, en annonçant aux Français la fin de l'abondance. Voilà. Donc, passer évidemment l'indignation devant une telle phrase, dans un pays où on va juste rappeler que le taux de pauvreté progresse depuis 15 ans, alors même que le patrimoine des 5 plus grandes fortunes françaises a quasiment triplé depuis l'arrivée de Macron au pouvoir. J'ai quand même voulu savoir ce que Macron avait voulu dire ici. Et quand on écoute cette intervention, on se rend rapidement compte qu'en fait, qu'il ne parle pas que de la fin de l'abondance. Et il enchaîne en fait divers thèmes sans vraiment les développer ni montrer la cohérence entre eux. Donc, si en fait on ressort de cette intervention assez peu avancée sur le fond et sur quand est-ce qu'il veut faire, en fait, on finit par comprendre que l'objectif de ce discours, c'était probablement uniquement de nous faire peur. Alors, donc, je reviens. Alors, n'hésitez pas à me couper et à intervenir. Je vais revenir point par point donc sur l'intervention.
Donc Macron, en fait, plutôt que d'une série de crises à gérer perpétuellement, il parle, lui, d'une grande bascule, car nous vivons la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et la première abondance donc, qui lui vient à l'esprit, donc c'est pas celle, par exemple, de certaines matières premières très polluantes, mais bizarrement, c'est celle des liquidités sans coût, dont il faudra tirer les conséquences en matière de finances publiques. Voilà. Donc là, on pouvait peut-être au moins espérer une vraie prise de conscience écologiste derrière ce thème de l'abondance. En fait, on se retrouve finalement face à un discours banalement, et je dirais même dangereusement libéral. Vous savez, ces discours qui sont toujours présentés comme étant de bon sens et sans alternative. Alors, quand il dit la fin des liquidités sans coût, bon, déjà, moi, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français qui ont eu l'impression d'avoir accès gratuitement à une abondance de liquidités. Mais bon, je pense qu'en fait, Macron, ce à quoi il faisait référence ici, c'est la hausse des taux directeurs de la BCE pour soi-disant lutter contre l'inflation. Ce qui en fait est absurde puisque on l'a rappelé déjà tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est pas l'inflation ici est pas de nature monétaire. Et en fait, ces causes, elles sont à chercher donc dans l'économie réelle, tout simplement, et même dans la spéculation. Mais bon, en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, relever les taux, on a l'impression que c'est finalement la seule réponse que ça va apporter les libéraux à l'inflation. Et c'est une solution qui, par exemple, renchérit le coût des investissements nécessaires pour entamer une réelle bifurcation écologique, par exemple, et puis surtout, qui risque de plomber davantage l'économie. Qui a déjà subi un vrai choc d'inflation. Et on se souvient aussi la coïncidence qu'il y a eu, non, juste à 2 heures d'intervalle, non, il y a eu la publication des bénéfices des entreprises records, comme d'hab. Ouais. On s'habitue toujours à cette musique chaque année, c'est nouveau record, on a l'impression que c'est une routine. C'est quand même assez insultant, quoi. On se dit à 1 heure ou 2 heures d'écart, on a des discours qui sont complètement... Enfin, c'est effarant, quoi, la violence sociale que c'est de voir à quel point les actionnaires ont des bénéfices monstres et que derrière, non, surtout pas de SMIC à 1500. Enfin, moi, je perçois ça vraiment d'une manière assez violente, socialement. C'est ça, et donc on continue à refuser donc de s'attaquer aux causes réelles du problème, quoi, et on laisse aller, on laisse les riches devenir toujours plus riches, et il n'y a toujours pas de blocage des prix des biens de première nécessité ou de taxation des super profits, quoi. Et alors, l'abondance, c'était juste pour les liquidités ou il y avait d'autres Non, alors attends, parce qu'il y a aussi alors, c'est pas que pour les liquidités, mais il y avait aussi l'autre point sur la première phrase qui est aussi important, hein, c'est qu'il parle aussi des conséquences à tirer en matière de finances publiques. Et en fait, on sait que Macron, il avait de toute façon indiqué qu'il voulait ramener le déficit sous la barre des 3%, avec un effort budgétaire de pas moins de 50 000 milliards, non, quand même pas, 50 milliards d'euros. Ce qu'on voit, c'est que là, il compte manifestement profiter de la situation où tout le monde se dit c'est la crise pour imposer cette politique de rigueur. Sauf que le problème, c'est que faire des économies en vue de rétablir les comptes publics, comme on dit, c'est vrai que ça peut apparaître comme une solution sage, voire même assez sécurisante dans des temps qui peuvent être perçus comme instables. Mais économiquement aujourd'hui, c'est absurde parce que ça risquerait d'assécher l'économie encore plus et de nous faire là pour le coup basculer définitivement en récession avec réduction des recettes fiscales et finalement augmentation du déficit, quoi. Donc exactement l'opposé de ce qui était visé. D'autant plus que là, quand on voit qu'on a quand même un multiplicateur économique qui est positif, et quand on sait les échecs passés des politiques d'austérité dans les moments de ralentissement de l'économie, on s'attendrait plutôt à ce que l'État ici vienne tendre quelque chose d'autre, quoi, et vienne en renfort pour permettre à l'économie de repartir et même pouvoir l'orienter. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que Macron, il nous parle d'une bascule, mais en fait, c'est pas une bascule qui vient de nulle part, quoi. En fait, c'est une bascule qui est provoquée et qui est limite imposée, quoi, quand on voit ça. Il y avait une petite question, mais moi j'ai pas tout à fait comprise. MLKMT qui demande: peux-tu développer sur la cause réelle de la fin de l'abondance? En fait, je l'ai pas tout à fait compris, donc
Je vais demander de la. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Si jamais. Et en fait, le problème, c'est que c'est justement, on ne sait pas de quelle abondance il parle. Enfin, en fait, il parle de plusieurs abondances. Et donc là, quand je donc en fait, c'est exactement ce que je vais essayer de faire là, c'est à chaque fois de revenir sur les causes. Et notamment quand il dit c'est la fin des liquidités sans coût, la cause c'est qu'il y a la BCE qui a décidé de modifier sa politique monétaire. Ce qui n'était pas non plus, enfin, c'était pas évident. C'est aujourd'hui la solution pour lutter contre l'inflation. La cause et donc est-ce qu'aujourd'hui la situation justifie que donc qu'ensuite qu'on mette fin à l'abandon, donc à ce qui pourrait peut-être apparaître pour lui une abondance de financement public, non plus, même au contraire, dans une économie qui va mal, ce serait plutôt sage d'avoir ce qu'on appelle une politique contracyclique, c'est-à-dire que quand ça va mal, au contraire, il faut que l'État soit là pour aider. Donc en tout cas, sur cette première abondance, voilà les causes qu'il est bon de rappeler et que Macron, justement, dans son discours, ne rappelle à aucun moment. Et MLK, je ne sais pas si tu as répondu à sa question. Il t'a demandé des explications sur la spéculation, ce que tu avais nommé un peu. Et je crois qu'elle est contente. Ah, okay. Elle a mis un pouce. Ah, super. Ah, mais moi, c'est la première fois que je fais un truc avec un chat comme ça. Et c'est... je sais pas comment ils font à gérer. Normalement, ils ont l'air tellement naturels. Alors, je vais peut-être passer donc justement au second point, puisqu'il nous parle après d'une seconde abondance, puisqu'il nous dit la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Alors là, j'ai quand même qui nous semblait perpétuellement disponible. Moi non, ça me semblait pas perpétuellement disponible. Personnellement, j'avais comme l'impression que justement qu'on avait une planète finie. Et c'est là quoi, c'est faire porter à tout le monde finalement ses propres erreurs et aveuglements. C'est un grand classique chez Macron. Il utilise le on comme si le nous, comme si comme si tout le monde avait été aussi aveugle que lui, puisque finalement la mondialisation heureuse c'est son credo à lui. Et aussi, peut-être là, ce que m'a te coupé, mais ça fait penser que tous ceux qui sont pas dans le on, qui pensent pas comme lui, oui. Ça fait passer un peu pour des personnes un peu bêtes, qui comprennent pas le truc. Ah, vous pensez vraiment que on vit dans une planète avec des ressources finies, vous êtes le vous, tu vois. Donc, pour moi, je voyais ça aussi un peu en contradiction avec le on qui a tout compris, quoi. Ouais, oui, de toute façon, il a tout compris, Asma. Désolé. C'est le super président. Jupiter. Voilà. Ouais. En tout cas, oui. Donc là, de toute façon, on l'a bien vu même avec dès la crise du Covid, on a vu que c'était finalement que ça révélait les failles de sa mondialisation heureuse, quoi. Pour notre part, c'est vrai que ça fait quand même longtemps qu'on dénonce la logique du faiblesse. Donc c'est l'usine sans ouvriers qui fait qu'on sait plus produire, enfin sans ouvriers en France, qu'on sait plus produire de semi-conducteurs en France. Et c'est vrai qu'on pourrait ici attendre d'un président un peu plus qu'un constat et peut-être qu'il exprime un mea culpa en s'attardant justement qu'il fasse pas que balancer des choses comme ça, dire c'est la fin de l'abondance, mais expliquer les causes. Et c'est vrai que ici, il ne formule pas les causes, mais il ne formule pas non plus de propositions concrètes. À Caen, par exemple, je vous propose d'aller voir dans le programme de la NUPES une agence de la relocalisation pour piloter la relocalisation des filières et productions stratégiques. Voilà. Donc, autre abondance dont ils parlent, après, ils disent la fin de l'abondance de terre ou de matière et de celle de l'eau. Alors là, c'est pas comme si au début de la campagne présidentielle, quand Macron refusait de faire campagne et laissait s'imposer les thèmes de l'extrême droite, il n'y avait pas eu un certain Jean-Luc Mélenchon qui n'avait pas tenté en vain d'alerter sur cette urgence. Il voulait vraiment faire la colonne vertébrale de sa campagne. Et c'est vrai qu'en 1974, moi j'étais pas né, mais
je la connais cette image. On pouvait encore sourire de René Dumont avec son verre d'eau. Ça fait quand même quelques années que beaucoup de gens ont compris là qu'il s'agit d'une question vitale pour l'humanité et qu'elle est à même de remettre en question notre mode de production. Et je vous propose vraiment, pour vous faire une idée des causes de l'amoindrissement des ressources, je vous invite à vraiment rester jusqu'à la fin de l'émission pour la chronique culture, dans laquelle on va vraiment voir là un cas typique de destruction d'une ressource. Voilà. Et donc rapidement, pour rappeler que nous, pour agir contre ça, ça c'est dans le programme de la NUPES aussi, et ça fait quand même longtemps qu'on dit qu'il faut arriver là, qu'il faut tout simplement empêcher qu'il y ait un droit de propriété privée, enfin qu'il faut empêcher au droit de propriété privée de prévaloir sur la protection de l'eau, de l'air, de l'alimentation, du vivant, de la santé et de l'énergie. Peut-être juste là-dessus aussi, c'est qu'on oublie que le programme de la NUPES, qui est un programme qui prône la décroissance, déjà on a un discours politique actuel qui jette l'opprobre sur la décroissance comme si c'était le retour aux cavernes, mais surtout on oublie que ça crée des emplois. Enfin, je dirais la bifurcation écologique, parce que la transition ne suffit plus, ça crée des emplois. La relocalisation que tu évoquais tout à l'heure, Maxime, ça crée des emplois. L'agriculture locale, biologique, pareil, ça crée des emplois. Et donc en fait, on a tout ce secteur-là où on nous dit oui, mais oh là là, à gauche, vous voulez arrêter la croissance. Mais en fait, arrêter la croissance, ça ne veut pas dire arrêter l'emploi. Au contraire, on tendrait vers un taux d'emploi complet si on arrivait à relocaliser. Et c'est vraiment cette équation qu'on voit dans le programme de la NUPES et qui fait que c'est un programme qui est solide et qui a été plébiscité notamment par différents économistes. Ouais. Et encore une fois, le problème, c'est que c'est le genre de solutions qui n'appartiennent pas à leur logiciel, parce que ça nécessiterait une intervention de l'État et de ne pas laisser faire le marché. Voilà. Je vous propose, comme c'est du lourd quand même l'intervention de Macron là, sur proposition d'Isabelle, elle veut réentendre le jingle, comme ça te laisse respirer un peu. Vous avez quelque chose pour le jingle là, à main? Oh là là. Ouais. Allez, vas-y. Allez, top jingle. Quelque chose de bien, hein, comme jingle. Et voilà, on continue là. Voilà, vous voyez sur cette feuille la main visible du marché. Ah, ouais. C'est belle métaphore. Ah, elle était forte. Merci Mathias, hein, t'es pas obligé. Non, mais je vais la reprendre. Non. C'est de la piquante, c'est quatre. je te la laisse. Bon, alors, pour continuer. Après, il nous dit, donc quand même, il propose des choses, puisqu'il nous dit qu'il y aura des dispositions à prendre pour en tirer toutes les conséquences. Mais du coup, on ne sait pas quelles dispositions. Et c'est vrai que c'est assez flou du coup, mais quand même, il rappelle le Varenne de l'eau, dont les conclusions ont été présentées donc, le 1er février, et qui malheureusement, loin de remettre en cause l'agriculture intensive, comme on aurait peut-être pu s'y attendre, ou alors du moins de la remettre en question, la consacre en fait. Il y a par exemple Alexis Guilpard de France Nature Environnement, donc, qui a refusé, l'association qui a refusé dès le début de participer au Varenne, qui parle d'un discours présentant l'eau comme un gisement à exploiter plutôt que comme une ressource à préserver. Voilà, donc niveau tirer les conséquences, on repassera. Il dit aussi, donc après, donc en fait, il parle pas que de la fin de l'abondance, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on voit que ce qui a été rapporté dans les médias, c'est en fait, le discours est quand même, dit quand même d'autres choses. Il dit c'est aussi la fin des évidences quand on regarde à la fois la France, l'Europe et le cours du monde, la démocratie, les droits de l'homme. Si d'aucuns pensaient que c'était la téléologie de l'ordre international, les dernières années auront battu en brèche quelques évidences. C'est la fin de celle-ci, la montée des régimes illibéraux, le renforcement des régimes autoritaires, nous l'avons encore vu dans les discours désinhibés des derniers mois, sont clairs. Alors cette phrase, il faut quand même dire qu'elle semble inclure la France dans les objets à regarder quant à la montée des régimes dits illibéraux ou le renforcement des régimes autoritaires. Il faudra encore qu'il nous explique c'est quoi la vraie différence entre les deux. Donc là, c'est quand même pas mal quand on sait qu'il est justement à la tête du pays.
Mais on peut se dire qu'il a peut-être fini par regretter le sort qu'il a réservé aux Gilets jaunes et lire les différents rapports qu'épingle la France en matière de droits de l'homme. Mais bon, admettons que pour la France, il a plutôt voulu pointer la montée de l'extrême droite. C'est là en fait qu'on voit qu'en fait c'est là qu'on voit les ambiguïtés qu'on peut laisser planer en normalisant l'extrême droite au point de ne plus la nommer comme telle. Hein, François Bayrou a même carrément déclaré que le Front National n'était pas d'extrême droite. Mais bref, là, ce qu'on voit, c'est que Macron, en fait, il semble finalement revenir au très classique. Il y a la menace Front National, donc continue à voter pour moi. C'est moi le protecteur. Une approche qu'on a vue d'une efficacité assez redoutable qui a, comme tu l'as dit, porté 90 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale, où les macronistes, on l'a déjà dit, ont voté pour une vice-présidente et un vice-président d'extrême droite. Bien sûr, Macron, encore une fois, puisqu'on me demandait ici, il s'épargne de réfléchir sur les causes des attentats de l'extrême droite, qui sont, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, au moins pour le nord et le nord-est de la France, majoritairement le fait de la destruction d'emplois en masse au cœur d'une mondialisation qui entend abolir toute forme de protection. Tu veux remettre un petit jingle? Allez, c'est parti, va boire un verre d'eau. Par contre, j'avais pas prévu d'en faire autant. Ouais, moi aussi, c'est le problème. Ouais. Ah, moi non plus, mais c'est pas grave. Et comme j'ai imprimé sur des feuilles déjà imprimées, j'ai pas ta main visible du marché, en fait. Allez, c'est parti, jingle. Et voilà le jingle. Bon, c'est presque fini. T'as pu boire ton verre d'eau avec Même pas, j'aime pas pour ça. Attends, je bois. Ah ouais, vas-y. Il faut s'hydrater, la crise de l'eau. Ils sont en train de boire de l'or, là. Justement, ça baisse à vue d'œil. Bon, alors, c'est presque fini, on en arrive à la conclusion. Puisqu'il continue. La fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Donc là, il parle de la fin de l'insouciance, et donc il lie directement à la reprise de la guerre en Europe et aux effets perceptibles du changement climatique, et même au risque cyber. Donc là-dessus, on va passer sur le fait qu'il met tranquillement le risque cyber sur le même plan que la guerre et le changement climatique. Mais en fait, à quoi sert cette phrase? C'est donc justement, encore une fois, juste mettre ça comme ça sans l'expliquer. À quoi ça sert si c'est à susciter de l'anxiété? Et d'ailleurs, il continue. Donc, puisqu'il dit que cette fin de l'abondance, de l'insouciance, des évidences, il la décrit à nouveau comme une grande bascule, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec une grande anxiété. On y est. Le seul sentiment que Macron a à nous suggérer ici, c'est l'anxiété. Et là, c'est évident qu'il y a de quoi être anxieux après un tel discours. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Macron ici, il utilise ce terme qui, pour moi, fait écho à une intervention récente. Donc, j'ai récemment entendu de Frédéric Lordon sur la question de l'éco-anxiété chez les jeunes. Et donc, réagissant sur le sujet, Frédéric Lordon, il souligne que déjà que dans la théorie psychanalytique, on parle plutôt d'angoisse et une angoisse qui est définie comme l'anticipation d'un péril flou ou d'un péril dont la cause est floue. Et qui nous laisse dans l'incapacité de monter une réaction articulée. Donc, expliquer les causes, c'est donc ici donner quelque chose contre lequel agir plutôt que de rester dans cet état d'anxiété. Et ici, en évoquant une série de fins plus ou moins inquiétantes et plus ou moins liées les unes entre les autres, mais sans jamais clairement expliquer les causes, encore une fois, Macron, il cherche manifestement à nous mettre hors d'état de pensée et d'agir avant une retraite sociale qui s'annonce sacrément tendue, au vu des réformes qu'il a annoncées sur l'assurance chômage et les retraites notamment. Donc voilà, finalement, c'est ce que j'ai essayé de faire ici, prendre ce discours et montrer qu'en fait, en nommant les causes, c'est ce qui nous permet ici de sortir du flou et puis de réagir tout simplement. Eh ben Maxime, merci beaucoup vraiment pour ce décryptage très très complet. Merci. Je ne sais pas s'il le mérite, ce gars-là.
Mais, mais c'était quand même vraiment cool. Bon, bah, Et, merci. voilà, Asma, tu voulais réagir? Non, mais je trouve que tu as vraiment bien analysé les choses et notamment en fait le fait qu'il utilise des termes assez, enfin à la fois vagues et en même temps qui se contredit et on arrive en fait, encore une fois, c'est la langue de bois, on n'arrive pas à suivre exactement où il veut en venir et on en vient à se dire que c'est nous qui n'avons pas compris. Et je pense que c'est là d'où tu tires toute cette rhétorique en fait de nous faire passer pour voilà, des gens qui n'avons pas compris forcément où ils voulaient en venir alors qu'en fait tout simplement Oui. voilà, c'est du vide et c'est du vent et on en aurait bien besoin pour la bifurcation écologique d'ailleurs. Mais voilà. Finalement, Et- ça ressemble beaucoup à notre député, en fait. Exactement, c'est encore une fois ce qu'on a pu voir en débat, c'est prendre des chemins détournés pour raconter une rhétorique qui n'a ni queue ni tête et puis finalement on est là et on n'arrive pas vraiment à comprendre où il veut en venir. Que du vent. Bon, ça veut dire justement qu'on revienne dans notre circo. Bah Allez, oui. c'est parti pour notre circo. Alors du coup, on passe à la... Bon, je repasse pour la 5e fois mon papier. Hein, parce que... Allez, jingle pour la prochaine partie. Oups, c'était une petite voix brutale, désolé. Donc, donc là, on aborde donc comme tu as dit, Mathias, la partie sur la circonscription. Et donc, Asma, je crois que c'est à toi c'est à toi de parler sur cette C'est ça. partie. Et je crois que tu vas nous parler des transports. Pour Ouais, commencer. voilà. Donc, on a déjà évoqué un peu dans le discours d'ailleurs que tu as analysé, Maxime, le fait qu'on rentre dans une urgence climatique qui reste absente des grands discours. Et en fait, par rapport à cette urgence climatique qui est aussi liée à une urgence économique avec l'inflation, je vais vous parler rapidement de la mesure phare de cet été en termes de transport en Allemagne, qui était le 9 € ticket, donc le ticket à 9 €. Qui a été une mesure globale, donc qui touchait vraiment, qui concernait tout le monde et qui était donc très différente de diverses mesures qu'on avait pu voir par le passé qui étaient compliquées, liées avec beaucoup de bureaucratie. C'était moins 10% ou moins 20% pour telle ou telle personne qui remplisse tel ou tel formulaire et tel ou tel critère. Là, ça concernait vraiment tout le monde. Voilà, en fait, ce ticket à 9 € permettait de se déplacer pendant un mois. Donc, c'était étalé sur 3 mois, de juin à août. Donc, d'utiliser les transports municipaux, mais également les trains régionaux. Et le premier but en fait de cette mesure-là, qui a été poussé notamment par le SPD et les Grünen, donc les Verts allemands, c'était de faire face à la hausse du prix du carburant. Donc, il y avait eu déjà une mesure qui s'appelait le Tankrabatt pour permettre aux voitures de fonction de payer moins cher leur essence, donc qui était une mesure qui avait été soutenue proposée par le FDP, donc le En Marche allemand. Donc, à ça a répondu les deux autres parties de l'Alliance pour quelque chose qui serait plus global et plus juste et plus social, donc avec ce 9 € ticket. L'État a financé donc cette mesure-là avec tout un tas d'autres mesures contenues dans le paquet de mesures d'allègement énergétique, ça s'appelait, qui a coûté environ 2,5 milliards d'euros à l'État allemand. Et les résultats ont été vraiment fulgurants, c'est-à-dire qu'il y a eu un succès de cette mesure avec 52 millions de tickets vendus et environ 10% des trajets qui sinon auraient été effectués en voiture. Voilà, il faut savoir qu'un détenteur du ticket sur 5 était un nouvel utilisateur, donc c'est quand même une grande... un très bon indicateur. Voilà, quelqu'un qui n'utilisait sinon pas les transports en commun normalement. Et donc ça, c'est pour tout le volet, je dirais, social et économique. Précision du chat, excuse-moi, et d'ailleurs, je l'ai vécu aussi. Armoise, il dit que son abonnement, en fait, il a été transformé automatiquement en 9 € en fait. Quand tu avais un abonnement qui coûtait plus, et ben, tu n'avais rien à faire. Automatiquement, prenais simplement 9 € et tu n'avais à faire aucune démarche aussi, en fait, pour profiter de cette... C'était vraiment très facile et, comme tu l'as dit, non, très peu bureaucratique. Exactement. Donc, il y a 10 millions de personnes qui avaient des abonnements qui sont également, qui ont directement été inclus dans le ticket à 9 €. Donc, c'était quand même très pratique.
Et donc, en termes écologiques, c'est 1,8 million de tonnes de CO2 qui ont été économisées. Donc, on peut se dire, voilà, on ne sait pas trop si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup quand on l'entend comme ça. En fait, ça correspond à 1 an à ce qu'on aurait pu économiser de tonnes de CO2 en 1 an si on avait eu une limite de vitesse sur les autoroutes allemandes. Donc, finalement, voilà, il y a encore du chemin à faire. Alors ensuite, bon, on a eu ce ticket à 9 €. Il s'est arrêté le 31 août. Quelles vont être les alternatives ou le futur en fait de ces mesures-là? Le SPD propose un ticket à 49 € valable dans toute l'Allemagne. Et on a aussi les Verts, donc les Grünen, qui proposent un ticket régional à 29 €. Moi, je suis actuellement à Berlin et voilà, il y a la mairie de Berlin qui réfléchit actuellement à la possible continuité du ticket à 9 € pour les mois de octobre à décembre. Donc, on a quand même, je dirais, un réveil de la politique à ce niveau-là et de sobriété énergétique qui touche les transports. Donc, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Et quand on voit, bon, c'est pas dans notre circonscription, mais quand on voit ce qui se passe en Espagne avec la gratuité sur certains trains, pour certaines tranches d'âge, il me semble, je pense que quand on parle justement de sobriété énergétique, c'est des mesures qui sont conséquentes et qui permettent une avancée écologique. Voilà, c'est assez incroyable. Et je voulais rajouter un point, je trouve, parce que je trouve on l'a vécu justement de vivre ces expériences. Je sais pas, j'ai vu moi dans les gens, dans les personnes, dans nous tous, que du fait que c'était une mesure tellement radicale d'un certain côté, puisque comme tu as dit, elle était pour tout le monde, elle était facile et 9 € c'est pas cher. Vraiment, tout le monde s'est mis, enfin tout le monde. J'ai vu beaucoup de gens qui se sont mis à penser différemment, quoi, à se dire ah bah tiens, où est-ce que je vais faire mes vacances? Ah tiens, je vais peut-être profiter du ticket, je vais peut-être ce week-end plutôt faire ça et tout. Donc vraiment, c'est souvent on dit ah c'est les gens qui suivent pas, les gens ils sont bêtes, les gens blabla, les gens. Mais en fait, quand on propose vraiment quelque chose adéquat, bah les gens ils se bougent, quoi. Et ça, donc, c'était un point, je pense, vraiment un apprentissage qu'on peut tirer de ça. Par contre, le point négatif, c'était vraiment, d'autres sont pleins, et c'est vrai que les trains étaient assez bondés. Et en fait, la logistique n'a pas suivi du tout. En fait, les trains, c'était le même nombre de trains, ou même des fois moins. Moi, une fois, j'ai été avec mon vélo au milieu de la campagne, viré du train. Ils ont fait descendre tous les vélos. Voilà, on a dû attendre le prochain. Il y a eu des points parce que la logistique ne suit pas. Donc, c'est vraiment une mesure importante, mais pas suffisante. Donc, il faut vraiment que ça soit englobé dans une vision plus générale d'une politique de transport qui, je crois, comme tu l'as dit, non, l'Espagne parle de ça. Je crois qu'il y a d'autres pays. Par contre, la France, je n'ai pas trop entendu parler qui réfléchissait au transport. Non, mais exactement. Et puis, on voit bien que justement, il y a un gros problème au niveau du personnel ferroviaire. Et c'est-à-dire que c'est bien de mettre ce ticket à 9 € là. Après, il faut que derrière, il y ait suffisamment de personnel pour encadrer aussi les voyageurs, de chauffeurs de train. Donc, en fait, c'est vrai que il y a manqué d'accompagnement à ce niveau-là. Et alors, je ne sais pas si tu veux directement qu'on fasse le lien avec le programme NUPES, parce que nous, on a pas mal de mesures à la fois sur le court terme et sur le long terme pour permettre justement une transition vers une mobilité décarbonée. Je te fais une petite pause chat. Oui. Parce que vous avez du Deutsche Bahn. Ah bah tiens, on lui a répondu parce que Isabelle lui a... Ah bah il y a une discussion. Parce qu'en fait, il y a Armoise, non, quelqu'un de Berne, quelqu'un de Munich, qui disait qui demandait d'où venaient tes chiffres sur le CO2 parce qu'il avait lu que dans le Süddeutsche Zeitung, le trafic automobile n'avait que marginalement baissé. Et donc, ce sera un succès populaire, mais pas forcément par rapport à l'effet poursuivi. Alors, Isabelle lui a déjà répondu dans le chat. Et puis, une discussion qu'on va laisser suivre dans le chat tout de suite. Mais peut-être les chiffres donc, du CED sont sourcés, non? Oui. Bah, j'ai mis le lien. Il y a le geo.de et puis il y a c'est un chiffre qui revenait pas mal dans les différents débats politiques là en début de semaine. Ce 1,8 million en fait de tonnes de CO2. Et il y a donc, enfin après je sais pas si c'est sourcé,
Mais en tout cas, c'est un article du Spiegel sur lequel je suis tombé récemment, qui expliquait finalement comment le FDP bloquait tout. Donc le FDP, pour ceux qui vivent pas en Allemagne et qui connaissent pas spécialement la politique allemande, c'est le Parti libéral, qui fait partie de la coalition actuellement au pouvoir et qui au Parlement européen siège avec la République en marche. Et en fait, dedans, donc c'est des chiffres que reprend le Spiegel et qui dit, donc je ne sais pas si tu les as dit, Asma, mais que à horizon 2030, en fait, si on maintenait donc le ticket à 9 euros et qu'on baissait la limite, et qu'on mettait une limitation de vitesse sur les autoroutes allemandes à ne serait-ce que 130 km/h, on pourrait réduire, on pourrait avoir une réduction de CO2 de 70 mégatonnes. Voilà. Alors, l'objectif au niveau des transports est encore loin d'être atteint, puisqu'il me semble qu'il est de 275 mégatonnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc justement, le ministère des Transports, donc le libéral, donc qui est un libéral, Volker Wissing, lui, en fait, il a sorti donc un plan d'urgence, ce qu'il appelle un plan d'urgence, et ce plan d'urgence, en fait, ne prévoit une réduction que de 13,66 mégatonnes. Donc, ce qui est que seulement, je crois, entre 5 et 10% de ce qu'il faudrait faire, quoi. Ouais, déjà que le tempo limite, ça n'existe pas en Allemagne, ça, c'est assez hallucinant, quoi. Le seul pays dans toute l'Europe, quoi, ça montre vraiment le lobby des voitures ici. Non, je crois que ça représente 20% du PIB, un truc de genre. La voiture, c'est énorme dans la production et dans le lobby, donc. Surtout quand tu vois que dans tous les autres pays européens, il y a une tempo limite, il y a une limite de vitesse, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment d'un autre temps, quoi, ce débat-là finalement. Donc sur ce point-là, donc une expérience très intéressante avec de nombreux apprentissages, et donc toi tu voulais faire le lien aussi avec les propositions de la NUPES. La NUPES, voilà, parce que dans la nouvelle Union populaire écologique et sociale, on a donc un programme bien complet, et notamment sur la politique des transports. Donc on a des mesures, comme j'évoquais tout à l'heure, de court terme, mais également de long terme. Et voilà, je voulais commencer par la baisse de TVA, donc sur les transports en commun. Dans la NUPES, nous, on souhaite la baisser à 5,5%. Et j'avais une petite devinette pour le chat. Peut-être que, Mathias, tu peux écrire en même temps les options de réponse dans le chat pour qu'on puisse tous les avoir. Oui. Donc, une question pour le chat. On propose, nous, une baisse de la TVA à 5,5%. Et la question, ce serait à combien est la TVA sur les transports actuellement? Donc, la première réponse serait 7%. La deuxième, 9%. Et la troisième, 10%. Donc, je vais laisser nos Nupésiens et nos Nupésiennes motivés nous donner une réponse. Bon, vu qu'il s'agit de l'impôt le plus inégalitaire qui soit, j'espère que c'est déjà 7%, mais... Alors, à votre avis... Ils n'osent pas répondre. Ils n'osent pas répondre. Ou alors peut-être qu'ils savent déjà... Oui. Bon, alors on est... on a Isabelle qui répond 9. En bonne centriste. En bonne centriste, mais on est actuellement à 10% sur la TVA sur les transports. Donc, c'est vraiment inégalitaire parce que finalement, c'est les personnes qui n'ont pas de voiture qui sont directement touchées par ces 10%-là. Et deuxième mesure sur le court terme, donc c'est-à-dire qu'on peut implanter, qu'on peut mettre en place directement maintenant, c'est de supprimer les lignes aériennes quand on a une alternative en train qui est inférieure à 3 heures. Donc, c'est une mesure que j'avais écrite il y a déjà quelques semaines, mais en fait, ça tombe pile poil aujourd'hui bien parce qu'on avait un reportage de Brut aujourd'hui qui est tombé sur les voyages des joueurs, je ne sais pas si vous avez suivi, de Paris Saint-Germain qui ont fait un Paris-Nantes en avion et qui se moquaient complètement de l'impact écologique que ça pouvait avoir. Donc, ça tombe pas mal, cette mesure-là. Donc, deuxième petite question. À votre avis, donc,
j'ai listé, j'ai 2 voyages. J'ai un Paris-Rennes. On va commencer par un Paris-Rennes. Je vais le noter dans le chat. Tac. Un Paris-Rennes, c'est environ 4 heures en avion, c'est-à-dire quand on compte le temps d'arriver à l'aéroport, de faire le check-in, de voler, parce que c'est à peu près 1h15, et puis le rebelote, avoir sa valise, tout ça. Donc environ 4 heures en avion. Alors, à votre avis, en train, combien ça prend? Tu as des options? Alors là, Alors, j'ai pas d'option. Là, c'est vraiment à votre avis, même à toi, Mathias ou Maxime. Paris-Rennes, la Bretagne, c'est assez isolé quand même. Plus de 2 heures facilement. Attention, là, attention, ça devient personnel. Là, Ouais, t'es normande, toi. Ah, on a une réponse 2 heures. Eh bien, c'est un peu moins. On est à 1h30 en train. 1h30, ah ouais. Voilà. Wow. En fait, c'est pour ça, on a vraiment un réseau, il est comme il est, mais justement, il est déjà très, très, très effectif. Ils avaient, c'était Paris-Rennes, c'était pas Berlin-Rennes, c'était Paris-Rennes. Ouais, ah oui. Je disais 3h30. Et alors, un deuxième trajet que j'ai calculé, ça revient également à. On est sur le même ratio de 4 heures en avion environ. Ce serait un Paris-Bordeaux. Ah, c'est plus rapide. À votre avis, combien un Paris-Bordeaux? Un peu plus quand même que Rennes, non? Alors, Ben dit 2h45, c'est un peu moins que 2h45. Depuis l'Est parisien. Oui, depuis l'Est parisien, oui, c'est pas. Parisien, ouais. Ah oui, non, mais c'est ça aussi. Oui, ah oui, non, ça, les Parisiens. Ça... Oui, en train. Hein. En fonction de l'arrondissement. 3h45. Non, on a 2 heures. C'est 2 heures Paris-Bordeaux, environ 2 heures en train. Donc en fait, bon, ça c'est souvent de petites devinettes, tout ça, mais en fait, on voit bien que on a un réseau ferroviaire qui, déjà dans l'état actuel, permet une certaine mobilité rapide et beaucoup plus intéressante que l'avion. Et donc, on peut s'imaginer comment ça pourrait être si on pouvait investir, d'ailleurs, c'est une de nos mesures, là j'arrive sur des mesures de long terme, si on pouvait investir dans de nouvelles lignes, donc rouvrir les lignes ferroviaires qui ont été fermées, avec la hausse également du nombre de trains, et surtout maintenir aussi des guichets physiques dans les gares. C'est pas seulement pour maintenir une vie dans les gares, c'est aussi pour permettre aux personnes d'un certain âge qui ont peut-être on appelle ça pas la cassure numérique, mais c'est une brèche numérique, le fait qu'il y ait justement peut-être une difficulté avec les outils numériques, mais également les personnes en situation de handicap. Donc, voilà, permettre d'avoir des gares qui sont humainement remplies et de personnel qualifié. Donc, ça, c'est une de nos mesures de long terme. Une question sur le jet de Bernard Arnault, non? Non. Par contre, je peux prendre cette question pour la prochaine fois, mais voilà. Très bon point. Et bien sûr, donc ensuite, on a aussi développé les transports publics à la demande dans des zones qui sont excentrées en fait des grandes villes. C'est vraiment quelque chose qui est super important pour relier à la fois écologie et pouvoir d'achat, donc permettre aux personnes vivant dans les campagnes et dans les périphéries d'être vraiment beaucoup mieux connectées en fait au centre par les transports publics. Donc voilà, c'était mon petit point sur tout ce qui était transport. Je pense qu'on a un deuxième point qui est aussi très intéressant au niveau écologique dans notre circonscription toujours. Et voilà, donc on a Mathias qui va nous parler des panneaux solaires en Pologne. Et on va Ah bah, du coup, ça va être compliqué de poser la question. Oui, bon, alors ce qu'on peut faire avec la question, c'est qu'on peut dire je sais pas trop comment. De combien la Pologne a-t-elle augmenté sa production d'énergie solaire? Je vais l'écrire dans le chat. De combien de fois la Pologne a vu en combien de temps? Alors, a vu sa capacité de production d'énergie solaire augmenter. Alors, attends, je vois pas la question. Mais... Alors, je l'ai mis normalement dans le chat. T'as écrit de la question, Asma? Ça, c'est pas écrit? Non, je vois pas.
Après, s'il y en a qui veulent commencer à répondre à la question. En une année ou... Oui, alors, c'était en une année. Bah, une capacité de production d'énergie solaire, déjà, si l'augmenter de 1,5, ce serait déjà pas mal. En fait, je me rends pas compte de combien de panneaux solaires faut construire pour faire tout ça. Mais... Ben, là, en un an, ça a augmenté de manière vraiment fulgurante. Donc, ouais, on en est. Ouais, je vois Armoise Dominique qui dit de beaucoup. Ben, on a, enfin, la capacité de production d'énergie solaire en Pologne a triplé en fait Ah en ouais. un an. Donc, on était à 4, enfin, on était à 1,3 gigawatts en 2021 et on est arrivé à 4 gigawatts en 2022. Et je laisse la parole à Mathias pour. Ouais. Non, en fait, ce thème-là, il est venu, parce qu'on aimerait quand même sortir de l'Allemagne, non? Parce que 3/4 des Français de nos circos sont en Allemagne, mais bon, ça serait bien aussi d'être au courant de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, on va essayer pour les prochaines fois aussi d'avoir des nouvelles d'autres pays, mais surtout d'une observation, en fait, personnelle aussi. J'étais, parce que ma belle famille est polonaise, j'étais en vacances à ma belle famille et j'ai halluciné, vraiment, ça se voyait. Il y avait des panneaux solaires partout. Et il y a un an, ce n'était pas le cas. Enfin, j'ai d'ailleurs jamais vu ça, qu'on le voit d'un coup, tout à coup, ça pousse comme des champignons, quoi. Et du coup, j'ai un peu regardé et effectivement, on a remarqué que la production a augmenté énormément. Et ce sont des panneaux personnels individuels, vraiment dans les maisons des gens. Donc, il y a eu un programme du gouvernement. Bon, apparemment, il y avait des fonds européens aussi, donc de rachat de l'électricité surproduite par les maisons, donc qui vont après dans tout le système électrique, qui sont rachetés par l'entreprise nationale électrique. Et puis aussi des subventions. Et puis apparemment, il y a aussi une production nouveau matériel qui est utilisé pour les panneaux solaires et la Pologne voulait produire même dans son sol des panneaux solaires. Donc, bon, après, c'est vrai que c'est une augmentation fulgurante. Ça reste quand même au pays du charbon, malgré tout, un peu marginal. Mais bon, si c'est exponentiel, dans quelques années, ça deviendrait beaucoup moins marginal. Mais ce qui me paraît aussi intéressant, et c'est un peu finalement la même conclusion qu'avec les transports, je veux dire, la Pologne, ce n'est pas un pays où en général l'environnement est un thème dont on parle beaucoup, qui est très discuté, je dirais en général, voilà. Ce n'est pas la première des priorités quand on discute comme ça. Et pourtant, quand on offre, encore une fois, la possibilité à ces fameux gens, non, les gens, comme on dit, qui ne sont rien, la possibilité de faire quelque chose quand même et d'avoir enfin quelque chose qui marche, les gens ils font aussi quoi, et ils font des panneaux solaires, ils installent des panneaux solaires chez eux quand on leur propose vraiment quelque chose de bien, quoi. Donc c'était vraiment un peu ça mon point, de dire voilà, même dans un pays comme ça, le pays du charbon où c'est pas où l'écologie n'est pas toujours au top dans les médias. Et pourtant, il y a quand même une réaction. Et c'était vraiment frappant. Je veux dire, non, il y avait. Enfin, si vous allez en Pologne, vous verrez. Je sais pas, mais avant, il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Et maintenant, d'un coup, il y en a plein, quoi. Ça se voit, quoi. Donc, voilà. Donc, je voulais aussi partager ce petit. Bah ouais, mais merci. C'est vrai que c'est comme ça aussi qu'on apprend des choses, quoi. Quand on voyage, qu'on voit certaines choses et forcément ça suscite des questions. Et moi, j'ai vu comment tu as travaillé, que tu as posé la question, et c'est vrai on a assez rapidement trouvé pas mal de chiffres, quand même assez impressionnants pour la Pologne, hein. Et surtout qu'il y avait une régulation, je crois que c'était ça aussi qui était très incitative parce qu'en fait, les investissements, il y avait un retour sur investissement, entre guillemets, qui était rentable dès 6 ans après la pose des panneaux solaires. Et comme c'est un pays où le prix de l'électricité est l'un des plus élevés d'Europe, je pense que les Polonais et Polonaises ont vraiment intérêt aussi à investir dans des panneaux solaires à titre individuel. Donc, je pense que ça peut être à observer, en tout cas, dans les années qui viennent. Ouais.
Ouais, c'est clair. Ouais. Et ça change de l'image qu'on a de ce pays. Exactement, mais c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir justement des retours personnels aussi sur tout ça. Je vois que le temps galope, donc en fait j'avais un petit point sur la canicule en Roumanie, mais je pense qu'on va le mettre soit en visuel, soit en vidéo, soit tout simplement pour le prochain podcast. Et je vais laisser Maxime nous parler de culture avec voilà, une petite partie chronique culturelle qu'il a préparée aux petits oignons. Ah, je crois qu'on Maxime, ton micro. Oui, désolé, j'avais coupé le micro. On met un jingle ou pas? Ah mince. Voilà, vous êtes prêts? Voilà, c'est parti. Attention, jingle, c'est parti. Voilà. Pas un peu plus long pour avoir le temps de lire tout ce que tu avais écrit, Maxime. Non, mais c'est la faute à François Ruffin, ça. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai mis pour qu'on soit en règle avec nos devoirs, nos devoirs légaux. Ouais, tout à fait. Qui nous attend? Est-ce que je peux, avant de commencer, peut-être expliquer rapidement le principe de la chronique, comment ça a été pensé. En fait, c'est vrai qu'on s'était dit que enfin, c'est important de militer, de parler politique, mais des fois c'est aussi important de tout simplement de se faire plaisir et chanter, danser, c'est important. Et je trouve qu'on a un patrimoine culturel à gauche qui est immense à ce niveau-là. On a beaucoup de chansons de gauche qui sont pas qui parlent de sujets, qui peuvent parler de sujets sérieux, mais parfois aussi sur des airs assez entraînants. Et donc voilà, l'idée ici, c'est un petit peu de faire découvrir ce patrimoine. Ce serait peut-être donc là aujourd'hui, c'est moi qui couvre la danse, on peut le dire. Mais ce serait peut-être aussi bien que les fois d'après, il y ait différentes personnes viennent faire découvrir leur culture de gauche, peut-être. Voilà. Ah, Mathias, si tu ouvrais ton micro, ce serait parfait. Je lance la petite musique. Allez, c'est parti. Stop. Ah mince. Stop. Bon, c'est raté. Hein. Bon, alors pour cette première chronique, on traverse l'Atlantique pour aller au Québec, où je vous fais découvrir aujourd'hui Le gars de la compagnie, une chanson du groupe Les Cowboys Fringants, sortie en 2000 sur l'album Motel Capri, le premier album de référence du groupe. Alors avant de parler de la chanson en tant que telle et pourquoi elle nous intéresse, une petite présentation du groupe Les Cowboys Fringants. Alors c'est un groupe formé à la fin des années 90 et créé par le guitariste et principal auteur-compositeur Jean-François Posé, ainsi que le chanteur Karl Tremblay. Les rejoindront rapidement la violoniste Marianne Clépine et le bassiste Jérôme Duprat, ce dernier étant également biologiste, ce qui ne sera pas sans influence sur les orientations écolo du groupe. Les Cowboys Fringants, c'est un groupe québécois bien affirmé qui milite d'ailleurs pour le Québec libre, comme il l'exprime dans la chanson En Berne, qui dresse un tableau peu enthousiasmant du Québec moderne. Si t'es pas content de ce pays, tu dois être le PDG d'une compagnie, disent-ils dans la chanson. Si c'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais sans mon âme, c'est ton avis, tu dois être le PDG d'une compagnie. Si c'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons. Va falloir revoir la technique là. Alors, le chanteur du groupe, Karl Tremblay, c'est plus qu'un chanteur, c'est un conteur d'histoire et même de l'histoire, ou plutôt d'une histoire du Canada un peu différente de l'histoire officielle. Alors, pour les histoires, on pense à des chansons comme Joyeux Calvaire ou Marilou, qui racontent la vie pas toujours rose d'une mère de 3 enfants, femme de ménage dans un motel, ou encore à La Reine, une chanson sur une femme qui dédie sa vie aux plus démunis.
Dans Shooter, enfin, il nous fait vivre la fermeture d'une usine au travers des yeux des nouveaux chômeurs. Musique. Pour les nouveaux chômeurs, shooter pour les bons travailleurs, shooter apporte toute la bouteille qu'on se paye. Nous à boire Saint-Cyboire, à soir on a les idées noires. Alors pour la partie historique, on citera Histoire de pêche sur la disparition du poisson en Gaspésie du fait de la pêche intensive, ou le titre Plus rien, qui raconte ni plus ni moins que la fin de l'histoire humaine. Chanson. Non. Non, Mathias, non. C'était pas ça. Plus rien. Bon, c'est pas grave. Hein. Tu l'as? Il faut mettre ton micro, je crois. Ouais, il faut peut-être le Il ne mettre. reste que quelques minutes à la vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Car il ne reste que... Alors, Le gars de la compagnie, la chanson qui fait plus précisément l'objet de cette chronique, donc, fait partie de ces titres qui révèlent la face sombre de l'histoire canadienne. Et pourtant, la chanson s'ouvre, comme souvent, sur l'air entraînant de la violoniste Marie-Annick Lépine. Alors, Le gars de la compagnie, c'est une chanson inspirée du film documentaire de Richard Desjardins et Robert Mondry, sorti en 1999, L'erreur boréale, un pamphlet qui dénonce la destruction du patrimoine forestier par les coupes à blanc pour satisfaire les besoins de l'industrialisation. La chanson est assez redoutable de simplicité, avec un refrain musical et 4 courts couplets qui évoquent chacun un acteur. Alors, premier acteur, les travailleurs, mis en concurrence pour aller chercher la ressource et payés au plus bas prix. Au début du XXe siècle, chaque automne, une armée de jobbers envahit la forêt. Contraints de passer l'hiver dans des camps, ils sont payés au rendement individuel pour exercer ce qui est qualifié dans le documentaire de « métier le plus dur peut-être de l'histoire humaine », pour un salaire sans aucune mesure avec l'effort déployé. Deuxième acteur, les Américains. Au début du XXe siècle, on a besoin de plus en plus de papier et l'épinette, présente au Québec, se prête parfaitement à la production en grande quantité. Mais le Canada manque d'argent et les Américains flairent la bonne affaire. En position de faiblesse, le gouvernement leur accorde des concessions sur les forêts du Québec, soit une cession sans contrepartie. Les Américains, flairant la bonne affaire, sont venus faire la pièce dans le bout de Trois-Rivières. Ça va nous faire la job pour les Canadiens français. Bâtissez vos usines, puis nous on vous donne la forêt. Troisième acteur, le gouvernement canadien, qui devant l'impitoyable destruction de la ressource dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, impose une petite taxe sur chaque arbre coupé et émet des permis, faisant naître une clique appelée les barons de la forêt. Il fait ainsi dépendre ses ressources de la coupe du bois. Alors que la demande s'accroît et que les coûts augmentent à mesure qu'on s'éloigne des rivières, au début des années 1970, le gouvernement abolit les concessions, qu'il remplace par une forme de piège généralisé pour faire récolter plus de bois. Il étend la coupe au nord et pendant 15 ans, la forêt québécoise est pillée par des machines qui ne peuvent pratiquer que la coupe à blanc, soit l'abattage de la totalité des arbres des terres exploitées. Comme on veut que ce soit de l'épinette qui repousse immédiatement, mais que la nature l'entend autrement, on va lui forcer la main par tous les moyens, avec par ailleurs un volume de coupe plus important que ce que la forêt peut donner. Et enfin, quatrième acteur, les Amérindiens, qui ont vu leur territoire de trappe pillé par les compagnies forestières, qui, devant l'horreur, ont tenté de discuter et d'expliquer ce qu'ils constataient au travers du comportement des animaux, mais n'ont récolté que moqueries et insultes. Après leur avoir dit de rentrer chez eux, le gars de la compagnie, satisfait et même peut-être un peu étonné que tout soit si facile pour lui, nous gratifie de cette belle réflexion en se demandant « C'est qui le con qui a dit que l'argent poussait pas dans les arbres ?» Et le gars de la compagnie rit dans sa barbe. C'est qui le con qui a dit que l'argent poussait pas dans les arbres? Et le gars de la compagnie rit dans sa barbe. C'est qui le con qui a dit que l'argent poussait pas dans les arbres? Donc là, si le mot n'est pas prononcé, la chanson fait clairement le lien entre le principe d'accumulation sans fin du capitalisme et la destruction de la nature. Je vous recommande donc vivement de l'écouter en entier, avec toute l'œuvre des Cowboys Fringants, par toutes les voies légales dont vous disposez bien sûr, et de ne pas hésiter à soutenir la fondation Cowboys Fringants, dont les 3 missions sont
la réduction de l'impact du groupe musical sur l'environnement, la protection des territoires à haute valeur écologique et la recherche scientifique. Je vous conseille aussi évidemment le film documentaire L'Aurore boréale de Richard Desjardins et Robert Mondry, sorti en 1999. Et voilà. Alors Mathias, encore une fois, le micro allumé, c'est beaucoup mieux. C'est vrai, ça marche pas avec le micro éteint. C'est étonnant. Ah, super, ça. Maintenant, on va tous aller l'écouter soi-même de façon légale sur les liens. Je ne sais pas si toi, tu peux mettre le lien sur le chat. Parce que moi, j'arrive pas à. Le lien de la fondation? Ouais. Ouais, je pense que je l'ai. Ouais, c'est une page Facebook. Voilà. Je mets sur le chat. Et sinon, oui, les chansons, allez acheter les albums. Mais de toute façon, le groupe a mis tous ses clips sur YouTube. On en trouve sur, ouais, voilà, on trouve sur YouTube, je pense, non? Et après, si on veut acheter, encore mieux. Hein. Oui. Cowboys fringants. Les Cowboys fringants. Merci beaucoup, Maxime, pour cette évasion musicale. Franchement, je connaissais déjà le groupe un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a plein. C'est vraiment lié aussi à l'histoire du Québec, et c'est vrai que nous, on ne connaît pas forcément toute cette histoire-là, et ça permet aussi de faire connaître les thèmes de ce groupe et du Québec en général vers d'autres contrées francophones. Donc voilà. Exactement. Je vous propose peut-être de passer à la dernière partie qui est l'agenda, parce que le temps continue de tourner. Dans cette partie-là, en fait, ça va être une partie qui va être dédiée à tous les événements qu'on va organiser ou alors auxquels on va se greffer dans notre circonscription, autour à la fois de l'écologie, mais également de la justice sociale. Et donc, il y a un événement qui est assez important qui va se passer cette semaine à Berlin, qui est le ciné-débat Debout les femmes, qui va avoir lieu mercredi 7 septembre à 20h à Berlin. Donc, avec Sylvia Abecost, qui est une militante engagée pour le maintien des hôpitaux berlinois et l'amélioration des conditions de travail, notamment des infirmières sur place, et Judith Papeux, qui est militante d'Extinction Rebellion à Berlin. Donc voilà, et c'est une info qu'on a relayée déjà sur nos différentes plateformes, donc n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses mercredi soir. Et on a notre réunion NUPES qui aura lieu le jeudi 29 septembre. Voilà. Et par rapport à la date du prochain podcast, ce sera aussi une petite devinette. On n'a pas encore fixé le temps, voilà, en fonction des aléas voilà, d'emploi de chacun, soit le 19 septembre, soit le 3 octobre. Et là, ce sera aussi à vous de faire une partie du travail, dans le sens où on vous lance un appel. Tous les militants et militantes de la circonscription et même autre part, s'il y a un point d'actualité que vous souhaitez que l'on traite, eh bien n'hésitez pas à nous écrire et à nous laisser un petit commentaire. Voilà. Et puis vous pouvez faire une apparition un peu comme Théo, ou alors nous on traite le thème. Enfin, on peut, voilà. Exactement. Oui, même participer davantage, parce que moi, c'est vrai que 19 septembre, je vous avoue qu'il y a peu de chances que je sois disponible. Mais c'est une bonne nouvelle. Hein. Mais oui, pour une bonne nouvelle. Voilà. C'est ça, donc on est toujours en recherche de personnes qui souhaitent rejoindre notre groupe Code Podcast, et n'hésitez pas, on a différents groupes Facebook aussi auxquels vous pouvez nous joindre. On les mettra également dans la description de notre chaîne Twitch. Et puis sinon, vous pouvez toujours nous laisser des messages aussi sur notre adresse mail qui s'appelle nupesfe7@gmail.com. Je vous l'ai écrit dans le chat. Et on sera ravis d'avoir de nouveaux visages pour nous aider à maintenir cette dynamique dans la circonscription. Voilà, on arrive à la fin donc de notre premier podcast de la NUPES des Français de l'étranger dans la 6e circonscription. Bravo, hein. Ouais, bravo à toi. Quand même, hein, franchement, c'était pas... on a été pas mal, on peut se le dire. Et puis, si vous avez des retours aussi sur ce que, les points que vous aimeriez qu'on traite, ou peut-être il y a des choses que vous aimeriez qu'on traite davantage encore, je ne sais pas s'il y a une analyse des discours qui vous a particulièrement intéressé, ou voilà. Si vous voulez que Maxime parle plus, c'est très bien aussi.
C'est Moi, je vous ça. souhaite une bonne soirée à toutes et tous et on se retrouve très prochainement. Alors, soit dans 2 semaines, soit dans un mois. On vous fera parvenir l'info de toute façon en temps et en heure. Pareil. Bon. Allez, À bonne bientôt tout le soirée. monde. J'ai Bonne soirée à perdu toutes et mon tous. jingle, alors Ah, Vas-y, on le fait sans jingle. Attends, Ta, 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 ta. À la Ah ouais. prochaine. Voilà.